8h23 sur France Culture. Je suis en compagnie du journaliste Gérard Courtois. Bonjour Gérard Courtois. Bonjour. Vous avez notamment publié Parti de campagne, la saga des présidentielles aux éditions Perrin. Quel souvenir conservez-vous de cet homme que vous avez plusieurs fois rencontré, Valéry Giscard d'Estaing? Je l'ai rencontré, pas si souvent que ça, mais à chaque fois, ça a été un souvenir assez saisissant. La première fois, on est en 1998, il se représente au régional, il est président du conseil régional d'Auvergne depuis 1986, et puis un mandat, deux mandats, il se représente à un troisième mandat. Et je me propose pour faire le reportage dans Le Monde, où je travaillais à l'époque, sur cette campagne en Auvergne. Donc je téléphone au secrétariat de Giscard, une fois. On va transmettre. Une deuxième fois, on a transmis. Puis le temps passé, ça devenait un peu urgent. Et donc je rappelle en disant, écoutez, c'est très embêtant parce que je vais quand même pas... je suis suspendu à ce... Et j'entends la secrétaire qui me dit, mais monsieur, quelles sont vos fonctions au Monde? Et alors je comprends. Et je lui dis, écoutez, en ce moment... Vous voyez peu ma signature parce que je suis président de la Société des journalistes du Monde et donc voilà, j'ai un peu levé le pied sur mon activité strictement journalistique. 2 heures après, j'avais le rendez-vous. J'arrive dans son bureau, à l'époque il m'avait donné rendez-vous à Chamalières, à la mairie, et la secrétaire à l'accueil me dit « Le président vient vous chercher ». Et je vois Giscard arriver, sortir de l'ascenseur, il y avait 2 étages, sans veste, formidable, comme en 74. Et il me dit bonjour comme si on se connaissait depuis toujours. On rentre dans l'ascenseur et il me dit, avec sa voix inimitable que je ne chercherai pas à imiter, je ne suis pas Thierry Leluron, il me dit, alors comme ça vous êtes président? Et je lui dis oui. Et alors comment est-on président chez vous? Et il me passe, mais alors un examen de passage sur le corps électoral, tout ça en montant l'ascenseur, en allant à son bureau, et en entrant dans son bureau, il me dit, alors, est-ce que vous allez vous représenter? Et je me dis, cet entretien démarre terriblement mal. Et alors, je lui dis, je ne peux pas. Alors, comment ça, vous ne pouvez pas? Oui, alors je lui explique, c'est une élection au 2e degré, et que je suis... à la fin de mon 2e mandat. Et il me dit, il y a un blanc, il me dit, donc vous avez été réélu. Je me dis, c'est une catastrophe absolue. Et je fais un oui, mais aussi minuscule que possible. Il y a un grand blanc, mais qui dure au moins 3 secondes. Il me regarde, il me dit, c'est bien d'être réélu, n'est-ce pas? Après quoi, il me fait pendant 2h30 un cours absolument époustouflant sur l'Auvergne des origines à nos jours. Raymond Depardon, je ne sais pas si vous êtes président, mais vous êtes en tout cas au bout du fil. Oui, je suis au bout du fil. Non, je ne suis pas président. Bon, peut-être qu'il faut que vous vous présentiez. En tout cas, vous êtes cinéaste et photographe et on vous doit une partie de campagne. Vous avez filmé la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Un documentaire d'ailleurs qui fut pendant longtemps censuré. Pourquoi d'ailleurs cette censure? Parce que vous n'avez pas filmé Giscard à son insu. Non, je pense que c'était un peu... à la fois, il avait été très courageux de me laisser filmer à des moments quand même très particuliers, notamment dans des réunions entre les 2 tours. Mais quand il a vu le film, c'était une époque où les gens n'avaient pas trop l'habitude de se voir en continu. C'était pas encore la période du numérique. Les caméramens faisaient des plans de 7 secondes. Le son n'existait pas, il n'était pas important. Donc moi, comme j'avais fait beaucoup de plans séquences, il a trouvé ça très violent. Donc ça a été un choc pour lui. Et bon, alors, je suis resté comme ça, comme il disait, au purgatoire pendant une vingtaine d'années. Et puis après, il a adoré. En fait, il adorait le film quand même. Et après, ça, bien sûr, la nostalgie aidant les choses, il a trouvé que c'était un très grand film. Alors, il faut dire qu'il y a des scènes complètement incroyables dans ce film. Il y en a notamment une où l'on le voit devant une télévision banale. Il est assis et il assiste à son élection. Oui, et il avait mis en scène, parce qu'il m'avait dit, j'ai demandé à Anémone de ne pas venir,
Donc c'était dans ce fameux ministère des Finances qui était au Louvre à l'époque, qui était un ministère, sans doute un ministère des Finances complètement hallucinant, très royaliste, très voilà. Et il assiste et puis il change de chaîne et il tombe sur une série américaine. Enfin bon, il y a effectivement beaucoup de gags et qui sont qui ont une signification. C'est des métaphores un peu sur parce qu'il y a une noire américaine qui dit je suis pas content de toi. On parle de toi sur toutes les chaînes de télévision, quoi, voilà. Et c'était un petit peu parce que je tournais en direct. On était à 2 seulement avec l'ingénieur du son et je coupais jamais. Donc et aussi le fait qu'il était tout seul. On avait donc moi je prenais un grand plaisir, cette solitude. Et on entendait les klaxons au loin comme ça sur la place du Louvre qui criait Giscard à la barre et c'était un peu comme c'est presque une pièce de théâtre, quoi. Et l'homme était absolument impassible. Oui, il était impassible. Il avait tout préparé. C'est-à-dire qu'il m'avait dit je serais sans doute le plus jeune président. Je lui avais beaucoup parlé de Kennedy parce qu'effectivement, ça avait été de ma part plutôt astucieux parce que je lui avais dit Kennedy a fait un film. J'avais oublié, bien sûr, je n'avais pas mentionné de lui dire que le film aussi avait porté quelques problèmes un petit peu, mais c'est vrai que tout le monde, en 74 encore, on était tous fascinés par l'élection de Kennedy en 1960. D'un homme très jeune. Oui, mais Gérard Courtois. Raymond Depardon a parfaitement raison, parce que moi j'avais rencontré Giscard pour lui faire raconter ces 2 campagnes présidentielles, 74 et 81, et il m'avait expliqué, comme si on y était, que vraiment la musique de sa campagne, il voulait que ce soit la musique de la campagne de 1960 de Kennedy. C'était la musique, il m'a dit, on voulait la musique Kennedy. Alors, il y a quand même quelque chose qui le distinguait de Kennedy et de beaucoup d'autres, c'est que Giscard part dans cette campagne présidentielle sans parti véritablement. Il marque aussi une forme de rupture et il a en face de lui Chaban-Delmas, autrement dit l'autre composante de la droite classique. Oui, enfin, sans parti, non. Il avait créé son parti, c'était un petit parti, indispensable à la majorité, très soudé autour de lui, et très soudé autour de son ambition présidentielle qui était déjà parfaitement claire et évidente. Et puis en face, il avait un candidat qui était un très mauvais candidat et qui, en plus, quand il s'est avéré qu'il était un si mauvais candidat, on sait bien qu'il y a une partie du RPR de l'époque, des gaullistes de l'époque, à l'initiative de Jacques Chirac, qui ont quitté le bateau et qui ont rejoint et soutenu Giscard. Donc ça s'est passé très très vite. Il n'y a même pas eu 4 semaines de campagne entre la déclaration de candidature de Giscard d'Estaing, après la mort de Pompidou, et le premier tour. Et en 2 semaines, les choses ont basculé. Et il a pris l'ascendant très vite sur Chaban-Delmas, qui objectivement a fait une campagne épouvantablement mauvaise, alors que la sienne était extraordinairement neuve, brillante et efficace. Raymond Depardon, justement, ça nous paraît étonnant parce que on voit Valéry Giscard d'Estaing comme un personnage un peu hautain qui donc aurait du mal à recueillir la ferveur populaire. Vous qui avez suivi cette campagne, qu'en était-il réellement ? Non, il découvrait les bains de foule et il était très préoccupé. Il voulait vraiment que je les filme de près. C'est quelqu'un qui venait des cabinets ministériels, donc c'était un grand commis d'État. Et comme ça, d'apparaître dans la foule, surtout en région, c'était en province comme ça, il avait plein de gens qui l'applaudissaient, qui lui serraient les mains. Et c'était quelque chose pour lui de très nouveau. Et il prenait goût à ça. Et il me disait, vous avez bien filmé la foule, etc. Et en fait, c'était comme un petit garçon, au fond. C'était la première fois qu'il était confronté comme ça. D'ordinaire, avant, moi je l'avais photographié à la sortie des conseils des ministres, il montait dans sa DS, il allait au ministère, il avait été ministre du général de Gaulle. Donc, il avait été ministre des Finances. Et puis, il avait quand même une dent, effectivement, faut le dire, pour l'appareil gaulliste. Donc, je sais que ça, c'était pour lui son plat de... pas de vengeance, mais il avait bien préparé son coup plus que les autres, quoi.
Il faut dire qu'il avait voté non au référendum. Il était anti-gaulliste, Gérard Courtois. Il a contribué, enfin, il a quand même été secrétaire d'État puis ministre des Finances de Gaulle entre 59 et 66, avant de redevenir ministre des Finances entre 69 et 74 avec Pompidou. Il y a eu juste, effectivement, ce qu'il a très très mal vécu en 66, quand Pompidou lui a demandé de quitter le gouvernement. Et à partir de là, il a construit ce parti, les Républicains indépendants, et il a eu quelques petites phrases célèbres, comme l'exercice solitaire du pouvoir, puis sa position négative sur le référendum de 69, qui a entraîné le départ du général de Gaulle. Mais il était quand même député depuis 56. Il avait une longue expérience. C'était pas un homme de cabinet, c'était un homme de pouvoir depuis toujours. Un homme de pouvoir qui avait une manière bien à lui d'incarner la modernité à la française, puisque c'est cela en fait qu'il avait particulièrement mis en relief dans cette campagne. Et là aussi, peut-être que ça mérite quelques explications par rapport à François Mitterrand en 74, comparé au François Mitterrand de 81, Gérard Courtois. En 74, Giscard fait une campagne vraiment époustouflante, parce qu'il a tout compris. Enfin, il a tiré la leçon des événements de 68 et il a décidé de jouer vraiment la carte d'une modernisation du pays. Alors, on a évoqué des tas de choses, évidemment la majorité à 18 ans, le droit de vote à 18 ans, un peu plus tard l'IVG. On oublie souvent la réforme du Conseil constitutionnel qui permet aux parlementaires de saisir ce Conseil et qui lui donne une importance beaucoup plus grande. Évidemment, les questions de société sur le divorce notamment, la sécurité sociale élargie à tous les Français, l'Europe. Enfin, il y a un effort de réforme qui est incontestable et spectaculaire. Et un homme qui sait se servir des médias. On va entendre un extrait de votre documentaire, Raymond Depardon. Valéry Giscard d'Estaing regarde sa propre intervention télé pendant la campagne de 1974. Madame, mademoiselle, monsieur, je compte sur vous pour que, le jour venu, vous puissiez compter sur moi. Oui, absolument. Et puis, c'est simple, c'est familier, ça fait... Exactement, ça fait coin du feu. Plus personnel. Ça fait coin du feu, c'est très personnel. Je le fais juste une fois. Très bien. Très très bien. L'autre, c'est le numéro classique. Le numéro classique. Je sais d'ailleurs ce que je disais. Un extrait de votre film Raymond Depardon. Alors, c'est une bonne chose de voir les personnes qui l'entourent, parce que sinon, on aurait pu imaginer que Giscard l'avait emporté seul. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que la découverte un peu de ce cinéma direct avec le politique, ça marchait, fonctionnait très très bien. Enfin, je dirais d'être ce qu'on appelle en date maintenant, d'être avec les gens comme ça en synchrone, comme depuis longtemps ça l'était au son, mais ça l'était pas à l'image et au son. Donc c'est vraiment le premier film un peu de documentaire de cette génération tourné en France, où on voit tout le monde, et ça reste vraiment des documents d'histoire, quoi, parce que on voit tous les personnages, on voit les sons, on voit les chansons, on voit la télévision, et donc c'est vraiment quelque chose de très nouveau à l'époque. Voilà. Et on voit la France d'alors. Merci beaucoup Raymond Depardon. Une partie de campagne, votre film où vous avez suivi donc Valéry Giscard d'Estaing, Gérard Courtois, un président moderne, jeune, plein d'ambition. Au début. Volonté de réforme, c'est ce que j'allais dire. Ensuite, les choses se sont passées un peu différemment. Oui, les choses se sont passées au sens où tout s'est retourné contre lui. La situation économique qui, après les 2 chocs pétroliers, fait multiplier par 4 le nombre de chômeurs. À l'époque, c'était énorme, 1 700 000 chômeurs en 1981, alors qu'il n'y en avait pratiquement pas, 300 000 10 ans plus tôt, les prix multipliés par 2, bref, une situation économique très dégradée, une situation politique explosée, puisque depuis 78, grosso modo, 76, son départ fracassant, et surtout 78, Jacques Chirac et les gaullistes sont un obstacle permanent à son action, et puis un problème de style.
C'est-à-dire que ce jeune président très décontracté, ou apparemment décontracté de 74, devient une espèce de monarque extrêmement engoncé dans son protocole. Hervé Morin est en ligne avec nous. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Vous êtes président de la région Normandie et ancien ministre de la Défense. Quel souvenir conservez-vous de Valéry Giscard d'Estaing ? Moi, j'ai comme souvenir mes petits déjeuners avec lui lorsque j'étais ministre de la Défense, où j'ai eu cet immense privilège de partager 2 à 3 fois par an à la fois sa perception des grands enjeux internationaux et de défense, et puis aussi, bien entendu, à chaque fois des retours sur sa vie politique passée. Pour moi, c'est l'homme le plus intelligent que j'ai rencontré de toute ma vie politique. Il avait une capacité d'analyse et aussi de synthèse qui était absolument extraordinaire. Ah oui, c'était, selon vous, sa qualité première. Comment cela se traduisait-il, donc, qualité de synthèse? On parlait effectivement d'un grand esprit. C'était un homme qui avait fait de brillantes études. Mais il ne suffit pas de faire des études pour être intelligent. C'est 2 choses différentes. Mais il avait très clairement, parce qu'il avait on cite toujours le polytechnicien, le haut fonctionnaire, etc., mais on oublie qu'il a été élu sous la 4e République, qu'il avait en vérité une connaissance intime du pays, et il incarnait à la fois la modernité et l'enracinement qui était le sien, qui était celui de Chamalières, de l'Auvergnat. Et donc il avait en quelque sorte eu cette capacité à faire une synthèse de l'aspiration à la modernité post-mai 68 et aussi de l'enracinement et du maintien d'un certain nombre de principes ou de valeurs qui étaient enracinés profondément dans le pays. Je crois que c'est ça qui était assez magique en fait en 74 et qui en effet, j'entendais Gérard Courtois évoquer, qui progressivement s'est évanoui au fur et à mesure de son septennat, avec un isolement progressif, qui d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de retrouver le bouquin, mais dans Le pouvoir et la vie de Giscard, qu'il a écrit après, dans les années 90 de mémoire, qui est bien évoqué, c'est-à-dire que il n'imagine même pas un seul instant qu'il puisse être battu en 1981. Et il y a quelques jolies pages où il est derrière les lourds rideaux de l'Élysée, regardant la rue et n'imaginant pas un seul instant que les Français puissent se séparer de lui quelques mois plus tard. Merci beaucoup Hervé Morin pour cette évocation. Gérard Courtois, le sort a quand même été assez dur avec Giscard. Il a été résistant, il a participé à la libération de Paris, il a payé de sa personne et cependant Raymond Aron disait de lui assez méchamment qu'il ignorait ce qu'était le tragique de l'histoire, alors qu'en fait il n'y avait pas de raison particulière qu'il l'ignore plus que les autres. C'est quand même un président qui a juste à la fin, mais fait la guerre jusqu'en Allemagne. Donc, le tragique de l'histoire, je pense, c'est un peu facile, me semble-t-il. On peut dire ça de présidents qui ensuite, et quel président n'a pas connu de moments tragiques depuis? Il ne faut pas seulement faire la guerre, on peut avoir des attentats ou des choses comme ça. Donc, je trouve la critique un peu aisée. En revanche, c'est vrai qu'il donnait l'impression que l'histoire n'avait pas de prise sur lui, ou qu'il la maîtrisait. Ça, c'est vrai. Et ce que disait Hervé Morin est exact. C'était, quand on était face à lui, une intelligence assez redoutable. Et d'une acuité et d'une exigence impressionnante. Il n'y en a pas beaucoup, à vrai dire. Mitterrand et lui, pour être clair, qui donnait cette sensation d'autorité naturelle et d'autorité intellectuelle sur leur interlocuteur. Il faut qu'on parle de l'affaire des diamants, parce que cette affaire des diamants, elle revient de manière incessante pour dire que c'est elle qui a causé sa chute. C'est une affaire qu'il n'a pas appréciée à sa juste valeur dans ses capacités de nuisance, mais il faut dire aussi qu'on en est largement revenu. Pierre Péan, journaliste d'investigation, a par exemple établi que les diamants n'étaient pas du tout des diamants de la valeur que le Canard enchaîné avait prétendu au départ. On parlait d'1
millions de francs, ce qui était une somme colossale pour l'époque, c'était en réalité quelques milliers de francs. C'est le contexte que VGE n'avait pas réussi à saisir, Gérard Courtois. C'est surtout sa réaction qui l'a complètement enfermé dans une sorte de déni. Enfin, pas dans une sorte, dans un déni. Alors, effectivement, ces diamants, manifestement, n'avaient pas de grande valeur. C'est des éclats de diamants. Comme on sait, Valéry Giscard d'Estaing aimait beaucoup la chasse aux grands fauves. Il allait très souvent, quand il était ministre dans les années 60, mais même encore quand il était président, chasser en Centrafrique, au sud de la Centrafrique. Il partait comme ça pendant 15 jours. À l'époque, un ministre des Finances pouvait s'échapper pendant 15 jours et seul son secrétaire ou son chef de cabinet savait comment le joindre. Enfin, c'est ahurissant comme époque. Et donc, effectivement, ces diamants n'avaient pas de grande valeur. Simplement, comme il a traité ça comme une espèce d'affront à son autorité monarchique, ou en tout cas présidentielle, évidemment, ça s'est enquisté de manière de plus en plus problématique, parce qu'au fur et à mesure qu'il était dans la dénégation ou dans le demi, en disant je rendrai, c'est une plaquette qui n'a pas de valeur. Il aurait dit tout de suite les choses, ça aurait été réglé. Il était incapable d'admettre qu'on puisse venir le chercher sur ce terrain-là. Nous sommes en ligne avec Dominique Bussereau. Bonjour. Dominique Bussereau, vous êtes ancien ministre et ancien président des jeunes giscardiens. Vous aussi, quels souvenirs conservez-vous de Valéry Giscard d'Estaing ? Écoutez, des souvenirs encore très récents, puisque je l'ai vu le 21 octobre dernier, à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration de sa fondation, et puis tous les souvenirs liés bien sûr à l'aventure de la préparation de sa campagne présidentielle de 1974. Vous, Dominique Bussereau, pourquoi aviez-vous choisi Giscard et pas Chaban ? C'est très simple. Si vous voulez, c'est très simple. Moi, j'étais plutôt gaulliste, mais je n'aimais pas trop l'aspect un peu gris, un peu triste de l'UDR de l'époque. Et j'étais étudiant à Sciences Po et dans le hall de Sciences Po, qu'on appelle la PENI, j'ai vu une affiche centriste libéral européen. Et je me dis, tiens, ça correspond à moi, je n'aime pas les extrêmes, je suis libéral sur le plan économique, surtout très engagé dans la construction européenne. Donc je suis allé boulevard Saint-Germain, proximité, au 195, et j'ai pris ma carte. Et quelques temps après, d'ailleurs, j'avais une chambre de bonne à Paris, j'étais étudiant. J'ai vu descendre d'une voiture un homme que j'ai tout de suite reconnu, et je me suis aperçu que le hasard de la vie avait fait que je louais une chambre de bonne en face de ce qui était, lui, l'hôtel particulier du ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing. Mais parce que vous dites que l'UDR était terne, Chaban n'était pas du tout terne. Non, Chaban m'avait, si vous voulez, Chaban m'avait plu comme Premier ministre. La nouvelle société, tout ça, c'était bien. Et après 68, moi, j'étais pas à 68 ans, mais j'aimais bien dans 68 le mouvement de réforme, un peu de faire bouger les lignes, etc. Mais si vous voulez, il était soutenu par des gens très estimables, mais qui pour moi étaient un peu des vieux monsieur, y compris le Malraux, qui n'était pas le grand auteur que j'aimais, mais qui était le Malraux chevrotant de sa campagne. Et Giscard apportait de la nouveauté, de la fraîcheur, de l'ouverture vers les centristes, vers le centre-gauche. Et moi, je pensais qu'après le gaullisme et le pompidolisme, il était important que la France soit gouvernée plus au centre, ce qu'il fit pendant la durée de son quinquennat et de son septennat, en créant également l'UDF, qui a été le grand parti centriste, libéral, radical, européen, français, pendant de très nombreuses années. Est-ce que vous trouvez que le sort a été injuste avec lui ? J'ai par exemple le journal Le Parisien sous les yeux, et le journal Le Parisien dit « De toute sa carrière, Giscard a échoué à se faire aimer des Français ». Vous avez cette impression ? Ce n'est pas vrai, si vous voulez. En réalité, Giscard a été battu en 81, certainement peut-être parce qu'il a commis des erreurs comme tout homme politique. Et puis, on n'est plus habitué au septennat, mais il faut voir que le septennat, surtout après 68, qui avait une période un peu de réforme profonde de la société, ça paraissait bien long. Et parce que la gauche, c'était son heure d'arriver au pouvoir. Elle avait gagné les élections cantonales de 76, municipales de 77. La droite gaulliste était au pouvoir depuis 1958. Donc, bien sûr, une défaite personnelle de Giscard qui a été très douloureuse pour lui, mais aussi un moment d'alternance que les Français attendaient et qu'a incarné le président Mitterrand, même si lui-même n'était pas, comme on dit, un perdreau de l'année. Merci beaucoup, Dominique Bussereau. Un mot de conclusion, Gérard Courtois. Qu'est-ce qu'il faut garder en mémoire pour ce qui concerne le giscardisme, ce qu'a été VGE ?
Ce que disait Dominique Bussereau à l'instant, l'ambition ou comment dire, le rêve, parce qu'il ne s'est pas réalisé de gouverner la France au centre, qui est un rêve qui a traversé toutes les présidences suivantes. Mitterrand 88, c'est la France unie, Emmanuel Macron, etc. Bon, il y a cette ambition, et puis pour moi, ce qui est vraiment le plus symptomatique, c'est que c'est le dernier président des 30 Glorieuses. C'est le président qui a été le grand argentier du pays quand le pays avait une croissance de 5%, pas de chômage, une formidable expansion, une formidable mouvement social, de promotion sociale, et on est resté au fond sur... Il y a cette espèce de nostalgie lointaine dont Giscard est un peu le dernier représentant. Merci Gérard Courtois. Partie de campagne, la saga des présidentielles, votre livre chez Perrin, 8h49 sur France Culture.